Bonsoir à tous, c'est un réel plaisir d'être en votre compagnie. Découvrons ensemble ce qui fait la une de l'actualité. Bientôt l'acquisition de plusieurs aéronefs et de systèmes de surveillance du territoire national pour l'armée ivoirienne. C'est la promesse faite par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, aux structures sous sa tutelle lors d'une grande réunion. Il a aussi annoncé un nouveau projet de loi de programmation militaire pour la période 2025-2030. Ivoiriens et Marocains parleront affaires pendant 5 jours dans la capitale économique ivoirienne. Les deux pays marquent le renforcement de leur coopération au travers d'un forum d'investissement agro-industriel Maroc-Côte d'Ivoire, initiative du Conseil agricole ivoirien au Maroc. Il a ouvert ses portes ce mercredi 5 février. C'est le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières qui en a donné le top départ. Et puis une autre Ivoirienne à l'assaut du record Guinness après Zeynab Bansé. Mylène Hamon, paper artiste ivoirienne, projette décrocher le record mondial dans la catégorie art en réalisant 150 portraits en 120 heures. Si elle y arrive, elle battra le record mondial détenu jusqu'ici par un autre Africain, le Nigérian Chancellor Ahagotou. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. Le ministère d'État, ministre de la Défense, vient de tenir une grande réunion avec les structures sous sa tutelle. Elle consiste à faire le bilan de 2024 et partager les perspectives pour l'année en cours. Téné Birahima Ouattara a annoncé le projet de loi de programmation militaire pour la période 2025-2030. Il a été également évoqué l'acquisition d'aéronefs et de systèmes de surveillance du territoire national, objectif majeur pour l'année 2025. 2025 étant une année électorale, elle sera aussi exigeante au plan sécuritaire que 2024. Les grands commandements ont donc pris l'engagement de continuer à garantir la quiétude des Ivoiriens. Tout cela est mis en musique par Walter Amadou Ouattara dans ce compte-rendu. Cette rencontre avec les acteurs du cabinet ministériel, l'administration centrale, les grands commandements et le personnel permet aux responsables des structures sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense, de faire le point des avancées enregistrées en 2024 pour le compte des armées et de la gendarmerie nationale. L'honneur est revenu au général de brigade Sako Issa de porter la parole de la Grande Muette. Monsieur le ministre d'État, sous la haute autorité de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous avez permis aux forces armées de Côte d'Ivoire de retrouver leur unité et leur dignité. Votre leadership inspirant et votre dévouement à la cause de notre nation sont pour nous une réelle source de motivation qui consolide notre engagement pour une Côte d'Ivoire de paix et de sécurité. Félicitant l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour le travail abattu, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est revenu sur les grandes orientations fixées par le président de la République, Alassane Ouattara. Entre autres, l'amélioration des conditions de vie et de travail, le renforcement des capacités opérationnelles de nos hommes, la protection des populations et la sécurisation de leurs biens, la défense du territoire national et la lutte contre les menaces actuelles qui sont le terrorisme, la grande criminalité, l'otage illégal et la piraterie maritime. Le ministre d'État annonce également des projets. Pour l'acquisition d'aéronefs et de systèmes de surveillance, nous permettrons très bientôt de contrôler notre espace aérien et faire face à tout franchissement de nos frontières terrestres. J'ai instruit mon cabinet afin de prendre toutes les dispositions pour la mise en place d'une commission devant proposer dans le plus bref délai un projet de loi de programmation militaire 2025-2030. 2025 enregistrera des élections. Année aussi exigeante au plan sécuritaire que 2024, les forces armées se sont engagées à jouer pleinement leur partition.
La Côte d'Ivoire vient de recevoir de la part du Canada un conteneur conçu spécialement pour la sécurisation des armes saisies et volontairement déposées, présent réceptionné par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, COMNAT ALPC en abrégé. C'est une action à mettre à l'actif de l'ONG MAG, organisation non gouvernementale canadienne. Le reportage complet de Walter Amadou Ouattara et Zakaria Traoré dans nos prochaines éditions. Une autre initiative, celle du Conseil agricole ivoirien au Maroc pour booster la transformation structurelle de l'agriculture et l'agro-industrie ivoirienne. Le Forum d'investissement agro-industriel Maroc-Côte d'Ivoire, FIAMSI, s'est ouvert ce mercredi 5 février à Abidjan. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Pendant 5 jours, opérateurs économiques marocains et ivoiriens vont explorer les opportunités d'affaires et nouer des partenariats d'investissement et d'échange d'expertise. C'est ce que nous rapporte Léon Bro. Seulement 16% de terres arables sur les 446 km², mais le Maroc, pays souverain et exportateur de denrées alimentaires. Un succès agroalimentaire, l'évier de l'investissement du royaume chérifin en Côte d'Ivoire. Domaine cible, la chaîne de valeur de l'agro-industrie. Depuis la production, la chaîne de froid, la logistique, le packaging, donc tous les secteurs ils sont concernés. Le Maroc exporte beaucoup en Europe, aux États-Unis, parce qu'ils ont quand même mis en place une stratégie qui leur permet d'être compétitifs. Et c'est ce savoir-faire-là que nous voulons transférer ici. Viser croissance des capacités nationales de production et de transformation agricole, hausse du volume des échanges ivoiro-marocains de 80 milliards de francs CFA en 2022. Regard croisé entre le forum, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI, selon l'ambassadeur du Maroc et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Nous avons mis au niveau de la Côte d'Ivoire un cadre incitatif pour faciliter les investissements dans l'agro-industrie. Ce secteur, qui représente 22% de notre PIB, est un véritable moteur de croissance, un pourvoyeur d'emplois pour des millions de nos concitoyens et fait vivre les 2/3 de la population. La hausse des productions vivrières ivoiriennes saluée à ce premier forum d'investissement Côte d'Ivoire-Maroc. Au menu, rencontres B2B, expositions, échanges et réflexions sur les fondements du succès agro-industriel marocain. Chaque 6 février, l'on commémore la Journée internationale de la lutte contre les mutilations génitales. Les MGF recouvrent l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est en baisse, mais la pratique continue dans bien des localités. Les ONG appellent à intensifier la lutte. Message à nous adresser dans ce compte-rendu de Khalil Diomandé. La douleur est indicible. Cette adolescente vient d'être abusée dans son intimité la plus profonde. C'est une victime d'excision, une pratique encore récurrente dans bien de localités en Côte d'Ivoire, avec un pic dans le nord et l'ouest du pays. Afin qu'il y a des communautés, eux, ils n'excisent pas la fille qu'on appelle la petite fille. Ils attendent que la femme se marie d'abord. Et c'est arrivé là-bas lors de sa première grossesse, pendant qu'elle est en train d'accoucher. Donc, c'est à ce moment que les vieilles en profitent pour couper. À Boaké, l'excision se pratique, mais elle se pratique en cachette. Comment les femmes procèdent aujourd'hui? Quand l'enfant naît, quand on doit lui percer les oreilles, on en profite pour l'exciser. Je vous informe même qu'il y a des femmes qu'on paye leur billet pour aller en Europe, pour aller faire l'excision là-bas. Pour freiner le phénomène, un plan de promotion de l'abandon de l'excision en Côte d'Ivoire est porté par la Fondation Djigui La Grande Espérance. Grâce aux campagnes de sensibilisation, le taux de prévalence des mutilations génitales est en nette régression. En Côte d'Ivoire, selon le rapport SIGI 2022, le taux de prévalence national des MGF est passé de 36% à 21% des Ivoiriennes âgées de plus de 15 ans
Plus question d'être complice ou encore moins auteur de la pratique de l'excision dans notre pays. Il faut passer aux actions plus concrètes, plus fortes et plus engagées. Ce 6 février 2025, marquant la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, l'ONU appelle à appliquer la tolérance zéro à l'égard des adeptes de ce fléau qui perdure depuis trop longtemps. Plus de 230 millions de femmes en ont été victimes dans le monde. Ce mercredi 5 février, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé la 12e édition des Journées carrières à Aboisseau. Elle vise à lutter contre l'échec scolaire, l'inactivité des jeunes déscolarisés et le chômage des diplômés. Cette année, l'accent est mis sur la formation au métier du droit et de la justice pour une insertion socio-professionnelle réussie. Sephora Zegui. Aboisseau, la région du Sud Comoé est le théâtre du lancement national de la 12e édition des Journées carrières. Ces élèves en classe d'examen pour la plupart sont en quête de repères et c'est le lieu idéal pour eux de s'informer. J'ai pu trouver des écoles, l'université Félix Houphouët-Boigny par exemple, nous offre de bonnes opportunités. Ils ont un concours après le bac, ça peut bien nous aider. Les Journées carrières ont pour but de rapprocher les jeunes des métiers et des formations professionnelles. Le thème de cette année est centré sur les métiers du droit et de la justice, un secteur stratégique pour l'insertion professionnelle des jeunes Ivoiriens. Les métiers du droit et de la justice offrent une grande diversité de carrières et de spécialisations dans des domaines variés, droit de l'homme, droit de l'environnement, droit international et j'en passe. À tort, mesdames et messieurs, nous résumons souvent les métiers du droit et de la justice seulement à ceux de magistrats, de juges, d'avocats, d'huissiers et de greffiers, alors qu'il s'agit d'un secteur très vaste. L'initiative vise à briser les barrières entre le système éducatif et le monde professionnel, tout en mettant en lumière les différents parcours qui mènent à l'insertion réussie. Former les jeunes et les orienter vers des métiers spécifiques est une manière cohérente et efficace de préparer un avenir prospère pour le pays. Aussi, le choix du thème de cette édition met en lumière la nécessité de préparer nos jeunes à jouer un rôle clé dans la construction d'un état de droit. C'est pourquoi je voudrais inviter les jeunes et étudiants à saisir les opportunités qui s'offrent à eux dans ce domaine. Avec cette nouvelle édition, les Journées carrières font un pas de plus vers un avenir professionnel plus serein et prometteur pour les élèves de Côte d'Ivoire. Un autre ministre, celui de l'enseignement technique, Nguessan Kofi, qui vient de réceptionner 125 598 diplômes. Ces parchemins concernent le certificat d'aptitude professionnelle CAP, le brevet professionnel BP et le brevet de technicien BT. Ce sont des documents sécurisés et infalsifiables produits par une entreprise dont c'est la spécialité. Malika Koulibaly. Depuis l'année 2014, l'édition et la délivrance des diplômes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été suspendues en raison de contraintes financières. Durant 11 ans, la direction des examens et concours ne délivrait que des attestations à usage administratif. Des documents qui mettaient souvent en mal les diplômés intéressés par des études ou du travail à l'étranger. Cette inquiétude est devenue un vieux souvenir. C'est un motif de soulagement parce que avoir fait des examens, avoir fait des formations, des études et ne pas retirer son diplôme, c'est quelque chose de frustrant. Et donc cette frustration est aujourd'hui derrière nous parce que les diplômes sont disponibles aujourd'hui à la direction des examens concours et tous les apprenants aujourd'hui bénéficiant de ces diplômes pourront les retirer facilement. Nous avons combiné, utilisé un certain nombre de critères visibles et invisibles pour garantir l'authenticité du diplôme ainsi que le caractère infalsifiable. Avec le QR code qui est apposé sur le diplôme, on peut être dirigé vers une plateforme qui permet à partir du numéro de table, de pouvoir authentifier le diplôme. 125 598 diplômes confectionnés et remis symboliquement. La porte-parole des bénéficiaires ne cache pas sa satisfaction. Nous sommes aujourd'hui soulagés. Merci à nos autorités qui ont permis que nos diplômes soient aujourd'hui disponibles. J'invite donc tous
nos camarades diplômés à prendre toutes les dispositions pour retirer leur diplôme tant attendu. Cette cérémonie de remise officielle marque l'officialisation de la reprise de l'édition et de la délivrance des diplômes d'État au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, mais aussi de présenter le mode de délivrance électronique des diplômes, valoriser les efforts des diplômés. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a rencontré le corps préfectoral ici à Abidjan. Les deux parties ont échangé autour de thématiques sur la pollution. L'idée est de sensibiliser les préfets sur les dangers liés à la dégradation de l'environnement par la pollution sous toutes ses formes. Franck Quadio et Ambroise Asseman. Intensification de l'orpaillage, pollution des cours d'eau par l'usage de pesticides et de métaux lourds. Conséquence, une biosphère en déliquescence. Toutes les régions du pays sont aujourd'hui touchées par la recrudescence des actions de pollution, une menace pour les différents secteurs de l'économie qui risquent une perte de 380 à 770 milliards de francs CFA d'ici à 2040. La pollution, une réalité bien connue et qui impacte les collectivités. Nous voyons l'avancée du désert, mais en ce qui concerne l'orpaillage est très implanté dans le handball. Nous avons chaque fois des plaintes. Après Boaké donc, les préfets sont encore outillés. Une trentaine d'autorités administratives instruites sur l'évaluation environnementale, le rapport national sur l'action climatique et les différentes formes de pollution et leurs conséquences. Nous avons donc reçu le message du ministre, nous l'avons intériorisé. Il nous reste à aller le diffuser, l'amplifier auprès des populations. Il faut pouvoir solliciter et obtenir l'adhésion des populations parce que cette lutte est une lutte commune. Les actes de collaboration, c'est de nous permettre de nous aider à déployer les actions qui vont être conduites par le ministère sur le terrain. Ils seront les premiers responsables. Nous allons nous appuyer sur ces préfets pour déployer les actions de sensibilisation, pour déployer les actions de communication, pour déployer les actions de sanctions, de répression si c'était nécessaire sur le terrain. Des sanctions prévues par le nouveau code de l'environnement qui donne des amendes allant de 200 000 à 100 millions de francs CFA. Un engagement de la Côte d'Ivoire contre tout acte de pollution. Et pour la sensibilisation, les préfets sont en première ligne. La Caisse des dépôts consignation de Côte d'Ivoire, CDCC Capital, a signé ce jeudi à Cocody un accord de financement avec une société de la place, valeur 1,5 milliard de francs CFA pour renforcer son parc automobile. C'est un reportage signé Jean-Jacques. Arthur Koulibaly, directeur général de la Caisse des dépôts et consignation de Côte d'Ivoire, CDCCI Capital, et Louis Ochou, directeur général d'une société de la place, ont paraphé cet accord de financement. À travers ce partenariat, la Caisse des dépôts met à la disposition de l'entreprise 1,5 milliard de francs CFA. Objectif, renforcer le secteur du transport et de la logistique afin d'accélérer la transition verte. Ces fonds serviront à acquérir des camions plus propres, c'est-à-dire que nous avons des moteurs qui sont du type Euro 2. Et donc nous allons migrer vers des moteurs de type Euro 3, Euro 4 qui sont plus respectueux des normes environnementales. L'objet de ce financement, c'est de répondre à un besoin d'avoir des services logistiques et de transport performants. Et cela traduit en réalité le dynamisme industriel et économique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'expansion des infrastructures dans le pays. Filiale de la Caisse des dépôts et consignations de Côte d'Ivoire, CDCCI, la facilité d'investissement à long terme nommée CDCCI Capital bénéficie d'un financement de la Banque mondiale à travers le projet des chaînes des valeurs compétitives pour l'emploi et la transformation. Cette structure, sous la tutelle de la primature, est dotée d'une enveloppe de 38 milliards de francs CFA. Dans la capitale de la région du Béquet, les travaux de réhabilitation de la portion de la nationale A3 qui traverse du sud au nord la commune de Boaké sont terminés. Pour s'assurer de la qualité des travaux effectués, une délégation d'ingénieurs en travaux publics, d'élus, en plus d'un représentant du corps préfectoral, sont descendus sur le terrain pour s'assurer de cet état de fait. Gervais Kouassi et Charles Tatou nous en font le compte-rendu. La nationale A3, cette voie qui traverse la commune de Boaké, est à nouveau praticable en toute saison.
Les points critiques qui empêchaient les automobilistes et autres usagers de circuler convenablement ont été aménagés conjointement par l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute Thiébisu-Bouaké, l'AGEROUTE et les services techniques de la mairie. Autorités locales et experts en travaux routiers, avec à leur tête François Vanyebi, secrétaire général 1 des préfectures, représentant le préfet de région de Bouaké, ont visité les points réhabilités tout le long de la portion de la nationale A3 qui traverse Bouaké. Au terme de la visite, un débrief sur la qualité des travaux effectués. Nous attendons peut-être la prochaine saison des pluies pour évaluer ce qui a été fait. Et principalement, s'il y a des rectifications, on va le faire. Pour l'heure, tout ce qu'on a pu relever a fait l'objet de corrections. Et donc, à ce stade, nous, on pense que la réception définitive devrait pouvoir être prononcée. Le retour à une circulation normale sur la A3 réjouit l'ensemble des habitants de la capitale de Bouaké. Nous sommes heureux que ce tronçon soit définitivement réceptionné pour le bonheur de nos populations. Ces joyaux-là que l'État de Côte d'Ivoire met à notre disposition, on va faire en sorte d'en prendre soin, en sensibilisant. Bouaké Nouveau, c'est aussi la réhabilitation de toutes les infrastructures défaillantes, en plus de celles qui sortent de terre. On prend la direction du Sud Comoé où le samedi 1er février, le président du conseil régional, Dr Aka Awele, a eu une rencontre avec les femmes du RHDP, occasion pour elles de saluer les efforts du président Alassane Ouattara afin d'améliorer les conditions de vie des populations de la région. Les femmes du Sud Comoé réaffirment aussi leur soutien au RHDP. Le même jour, le coordonnateur régional principal du parti a présidé la 3e réunion de la coordination régionale. Elle a servi de cadre pour plancher sur les préparatifs de la visite du Premier ministre Robert Begré-Mambé le 15 février prochain à Aboissou. Walter Amadou Ouattara. Moment empreint de reconnaissance et d'unité à Aboissou. Et jeune Aka Awele, coordonnateur régional principal du Sud Comoé du RHDP, échange avec les femmes de son parti politique. Les hôtes du jour ont exprimé leur gratitude pour les nombreuses réalisations du président de la République Alassane Ouattara dans le Sud Comoé. Cette rencontre permet de donner les grandes orientations relatives aux préparatifs de la prochaine visite du Premier ministre Robert Begré-Mambé le 14 février à Aboissou, ainsi que la rentrée politique du parti au niveau régional pour le 23 février 2025. Dans moins de 9 mois, nous allons aux élections présidentielles. Le RHDP est en pleine préparation. Le moment était venu pour nous de faire une grande sortie de toutes les forces militantes du Sud Comoé, militants RHDP, j'entends, sympathisants RHDP, pour faire une bonne démonstration de ce que, aujourd'hui, le RHDP est bien assis au Sud Comoé. Nos militants sont prêts pour faire en sorte que le 25 octobre prochain, le Sud Comoé soit en première position quant à la victoire du président Alassane Ouattara. Unis et déterminés, les militants du Sud Comoé disent être prêts à poursuivre leur engagement aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. Les Ivoiriens se sentent poussés des ailes depuis la participation de Zeynab Bansé au concours record Guinness il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est Mylène Amon, pépère artiste ivoirienne, qui se lance à l'assaut du dit record dans la catégorie des arts. Son challenge a réalisé 150 portraits en seulement 120 heures afin de battre le record mondial du plus grand nombre de portraits réalisés en un temps imparti, détenu jusqu'ici par le Nigérian Chancellor Ahagotou. Durant 5 jours, elle fera des portraits de personnalités qui ont marqué l'histoire de notre pays. Nos reporters Amaka Dikone et Jamasso sont allés à sa rencontre quelques heures avant le début de la compétition. Elle ferme les yeux un instant, écouteurs sur les oreilles. La musique l'apaise. Dans sa chambre d'hôtel, Mylène Amon se prépare mentalement. Dans quelques heures, elle entamera le plus grand défi de sa carrière, réaliser 150 portraits d'illusions d'optique en papier découpé en 120 heures.
Un grand défi pour lequel il faut se préparer aussi bien spirituellement que physiquement. Ma passion m'a poussée à devenir paper artist, donc artiste papier, c'est tout nouveau. On a pour habitude de connaître les artistes peintres, les artistes, les sculpteurs. Mon inscription de record Guinness a été faite en janvier 2023. Et c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Donc j'ai commencé à me préparer depuis que j'ai eu ce rêve. Je me suis dit, il faut me surpasser. Après s'être assuré d'avoir tout emporté, c'est le départ. À la place BAE de Yopougon, où va se tenir ce marathon, comme un seul homme, la population est sortie pour accompagner Mylène à réussir ce défi. Partout mes frères ivoiriens sont, je suis là. Je supporte la Côte d'Ivoire. S'il y a quelque chose où c'est le nom de mon pays qui est devant, je suis là. Drapée du drapeau ivoirien, elle fait son entrée dans son box de création, une pièce aménagée spécialement pour cette performance. Les pinceaux sont prêts, les toiles aussi. Des témoins choisis par un huissier de justice sous l'instruction du World Guinness Record sont aussi présents pour superviser le défi. Le premier portrait prend vie sous ses mains. Sur cette toile, le portrait du président de la République, Alassane Ouattara. Je tiens à mettre en valeur nos ressources humaines ici en Côte d'Ivoire. Donc, on va déjà rendre hommage au président de la République, à tous les présidents de la Côte d'Ivoire. Il y aura aussi des portraits hommages des personnes qui ont vraiment impacté positivement dans chaque domaine d'activité ici même en Côte d'Ivoire. Au-delà du record Guinness qu'elle vise, l'artiste ivoirienne veut donner un sens humanitaire à cet exploit. Les tableaux réalisés seront vendus aux enchères. Les fonds serviront à soutenir la cause des enfants atteints du cancer. Pendant 5 jours et 5 nuits, Mylène Amon devra maintenir un rythme effréné. Chaque portrait doit être unique, réalisé en un temps limité, et ce sera avec le soutien du public et d'autres artistes peintres venus pour l'occasion. C'est un éveil de conscience. Il faudrait vraiment qu'on essaie de saisir des opportunités à l'échelle mondiale, je dirais même pas en Afrique, mais à l'échelle mondiale. Qui participe à un record Guinness peut aller partout dans le monde pour vendre ses tableaux, par exemple, comme moi. Moi, je compte vendre mes tableaux à l'extérieur. Lorsque j'ai appris qu'elle voulait faire ce marathon de 150 portraits en 5 jours, je me suis dit, il faut que je puisse participer en lui montrant mon soutien, en lui faisant un dessin d'elle. Tout au long de cette performance, Mylène Amon pourra compter sur le soutien sans faille des Ivoiriens, personnalités politiques, artistiques, figures influentes et anonymes se succèdent pour l'encourager. En seulement 24 heures, ce sont déjà plus de 29 tableaux qui ont été réalisés. Vivement ce deuxième record pour la Côte d'Ivoire. On clôt l'info d'ici avec la 4e édition du festival ivoiro-coréen. Il a eu lieu récemment dans la commune de Cocody à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, INSAC. Ce festival permet de renforcer l'échange culturel entre les deux pays. C'est une initiative de Ibrahim Konaté, percussionniste et chorégraphe ivoirien établi en Corée du Sud depuis plus de 15 ans. C'est un reportage signé Julien Gogo et Malika Koulibaly. Synchronisation en jingo, symbole coréen et djembé, tambour ivoirien. Ce spectacle est l'ultime orchestration de la 4e édition du festival ivoiro-coréen à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC à Cocody. Une trentaine de jeunes coréens participent à cette immersion au sein de la culture ivoirienne. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on est dans le festival. Donc aujourd'hui, c'était le dernier jour. Donc franchement dit, j'ai remercié tout le monde. Aujourd'hui, c'est la Corée qui est à l'honneur, avec Ibrahim, que je félicite d'ailleurs. On a assisté à un spectacle époustouflant. Cette initiative est une volonté commune des autorités de la Côte d'Ivoire et de la Corée du Sud à rapprocher leur culture. Depuis notre participation en tant que pays d'honneur au Massa l'année dernière, on espère que peut-être les artistes coréens vont participer l'année prochaine. Donc, on va continuer à soutenir les artistes coréens qui veulent montrer leurs activités à Abidjan. Ce festival permet de magnifier les relations entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Des relations qui sont déjà excellentes et absolument anciennes, ce qui nous a permis de montrer donc au public ivoirien, mais aussi au public africain,
toute la diversité et la richesse de la culture coréenne, des spectacles coréens, avec en plus une visite ministérielle qui a donc suivi donc cette participation artistique. Le festival bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie et d'un accompagnement de l'ambassade de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Véritable pont culturel, il vise au renforcement des échanges culturels entre les deux pays. L'actualité hors de nos frontières et en Afrique reste dominée par la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combats sont encore intenses à Goma. Les rebelles du M23, soutenus par les forces rwandaises, continuent leur offensive. L'ONU déplore près de 3000 morts. La CPI lance l'appel à témoins pour les crimes commis depuis 2022 dans cette grande ville de l'est de la République démocratique du Congo, presque conquise par le M23. Le mouvement rebelle qui entend poursuivre son offensive a tenu son premier meeting à Goma et nommé de nouvelles autorités à la capitale provinciale. Pour mettre fin au conflit, un sommet extraordinaire des deux organisations régionales aura lieu demain en Tanzanie à la demande du Kenya. Et puis, la France a enfin son budget 2025. Le Sénat l'a adopté aujourd'hui par 219 voix contre 107 et 19 abstentions. Le Premier ministre François Bayrou arrive à ce résultat après avoir pris le risque d'engager la responsabilité de son gouvernement en recourant au 49-3. Il a échappé à la motion de censure, le Parti socialiste ayant décidé de ne pas voter. Le budget 2025 est donc définitivement adopté avec un mois et demi de retard. Pour la ministre française des Comptes publics, ce n'est pas un budget parfait, mais c'est un meilleur budget car le fruit d'un compromis. Et c'est ici que l'on met fin à ce journal. Merci infiniment de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.